Monsieur le Président, Messieurs les organisateurs, chers amis, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir organisé ce magnifique colloque. Voilà, j'en connais des amis parmi les assistants. Magnifique, car vous abordez là un sujet essentiel pour l'entreprise d'aujourd'hui et surtout pour l'entreprise de demain. Votre titre, d'ailleurs, est tout à fait éloquent. Est-ce que les entreprises pourront survivre sans éthique? Nous connaissons déjà la réponse finale de nous tous, et ça a été la réponse de toute la journée, j'en suis sûr, non. Non, elle ne pourrait pas. C'est un thème tout à fait porteur, et je peux vous dire que d'ailleurs, cette semaine même, il y a eu plusieurs colloques sur le même sujet, comme vous le savez. Hier, nous avions à l'Institut de France, à l'Académie des sciences morales et politiques, nous avions un colloque sur le management éthique, management humaniste. C'était le prix Olivier Le Serre que nous avons décerné, vous savez, l'ancien président de Lafarge. Et nous avons donné ce prix à un auteur, Xavier Grenet, qui a fait un livre très remarquable sur les inquiétudes des DRH, les tourments des DRH, qui est un excellent livre, dont nous avons parlé toute la matinée hier. Donc vous voyez, c'est un sujet qui flotte dans l'air, c'est un sujet qu'on ne peut pas ne pas prendre, et c'est un sujet qui doit faire l'unanimité. Quand je dis qu'il doit faire l'unanimité, si ça paraît une évidence aujourd'hui, ça n'était pas hier. Car nous revenons de très loin. Alors, je n'aurai pas la prétention de faire une synthèse de ce qui a été dit aujourd'hui, d'autant plus que je n'ai pas assisté à tous les débats. Je devine ce qui s'est dit, et plutôt que de redire des choses qui vous ont déjà sans doute été dites, mais j'en suis sûr, je vais essayer de vous faire une petite rétrospective historique, compte tenu de mon grand âge et de ma grande expérience, très vieille expérience, parce que j'ai créé mon entreprise, j'ose pas le dire, surtout devant les dames. J'ai créé mon entreprise radiale en 1952. J'étais très jeune, très jeune. Je vous rassure. Non, je ne suis pas le plus vieux patron de France, je suis simplement le plus ancien. Donc pas de synthèse. Alors, si vous voulez, reprenons un petit peu historiquement cette histoire de morale, d'éthique. Le mot éthique, ça a été dit sûrement dans la journée, ça vient d'Aristote qui avait écrit ce magnifique ouvrage, Éthique à Nicomaque. Nicomaque, vous savez, était son père qui était médecin. D'ailleurs, il y a eu, il y a quelques décennies, une grande discussion pour savoir si il avait dédié ce livre à son père, médecin, ou à son fils, qui s'appelait également Nicomaque, qui est mort jeune. Après de longues discussions de grands savants, il paraîtrait que ça serait au père. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est quand même Aristote qui a lancé le mot éthique. Puis, ce mot éthique dont on vous a beaucoup parlé de la noblesse toute la journée, ce mot éthique s'est atténué. Je ne vais pas dire qu'il avait disparu. C'est atténué, et on a un peu parlé d'éthique qui a été relayée quand même un peu par la morale. Alors, si nous sautons quelques siècles, puisque nous parlons de l'entreprise, principalement, l'entreprise au XIXe siècle. Ben, disons-le, l'entreprise naissante, l'industrialisation naissante avait tellement de problèmes d'innovation et d'organisation, de production et de vente, qu'ils ont un peu oublié les hommes. Nous, chefs d'entreprise, nous devons le reconnaître. Honnêtement, nous avons oublié les hommes au début. Le XIXe siècle n'a pas été un siècle de management humaniste. Et c'est pour ça d'ailleurs que les ouvriers, qui étaient souvent analphabètes, et qui ont été, il faut bien le dire, un peu exploités, ont
oui, ont eu les réactions que vous savez, et avec la loi Waldeck-Rousseau de 1884, dont on a beaucoup parlé à propos de Caisse Noire dans les mois récents. Loi d'ailleurs, curieusement, à l'heure où je vous parle, qui n'a toujours pas été abrogée. C'est un mystère du XXe siècle, c'est bien celui-là. Bon, cette loi du 84 a permis la création de syndicats avec de l'argent donné, comme disait la loi elle-même, si vous la relisez, donné par les patrons aux ouvriers, c'est les mots employés dans la loi, et sans comptabilisation particulière, une grande lessiveuse sous la table suffisait. Elle a continué quelque temps, n'est-ce pas? Toujours sous la table. Bien. Bien. Bon, nous ne nous étonnons pas de ça, mais j'en parle savamment, non seulement parce que j'ai été président du MEDEF, vous le savez, qui n'est pas une loi de 84 d'ailleurs, mais une association, mais dans les associations que j'ai créées, on parlait de jeunesse et entreprise tout à l'heure, mais j'ai surtout créé en 1994 l'association syndicale des moyennes entreprises patrimoniales, ASMEP, qui vient de se transformer il y a quelques mois en syndicat ASMEP ETI, des entreprises de taille intermédiaire, dont vous n'avez pas parlé, puisque vous n'avez parlé que des PME fort sympathiques, mais qui ne sont pas plus importantes que les ETI dans ce pays, même un peu moins. Les ETI sont des entreprises de 250 à 5000 salariés, qui est le Mittelstand français et la force économique principale de ce pays. On n'en parle pas encore beaucoup, malheureusement. C'est un mot qui n'est pas encore passé dans les oreilles. On nous appelle toujours des grosses PME. Alors, le barbarisme au carré. Ah non, mais attendez, on nous parle toujours d'une PME. J'ai vu une PME. Avez-vous rencontré dans la rue une petite et moyenne personne? On est ou petit ou moyen, on n'est pas les deux. Alors maintenant, une grosse PME, je vous laisse choisir. Bien. Donc, si vous voulez, laissons passer ces choses horribles et revenons à des choses plus importantes. Le 19e siècle, la loi de 84, qui a permis un début de réhabilitation. Et puis, nous arrivons au XXe siècle. Et au XXe siècle, il y a eu une mutation historique, et je pèse mes mots. Les syndicats sont devenus de plus en plus forts, de plus en plus protégés, de plus en plus financés, ce qui devait conduire à des distorsions inévitables. En 1936, ils sont considérés comme les grands victorieux du Front populaire, ce qui n'était pas faux. En 1968 aussi, la Révolution. Et puis, depuis, ça a changé pour deux raisons complémentaires. Tout d'abord, il y a dans ce pays, depuis 40 ans, une montée vertigineuse, aussi vertigineuse que cet amphithéâtre qui m'impressionne toujours. Bon, chaque fois que je viens ici, je suis impressionné. Je suis obligé de lever la nuque pour voir le dernier rang, ce qui n'est pas compatible avec l'arthrose de la nuque des personnes de mon âge. Et une montée vertigineuse, dis-je, de la compréhension économique des salariés français. Nous, chefs d'entreprise, je sais qu'il y en a beaucoup dans cette salle qui me comprennent, nous constatons avec étonnement, j'allais dire avec ahurissement, que nous pouvons de plus en plus parler économie de l'entreprise à tous nos salariés et discuter avec le magasinier de la courbe d'exportation, de la rentabilité, du retour sur investissement, incroyable. Chaque fois que je vais dans une usine, moi, les salariés, tous les salariés, me posent les mêmes questions que mon directeur financier. Il s'est passé quelque chose. Et beaucoup de gens dans ce pays font semblant de ne pas le croire. On dit, oh mais vous rêvez, cher monsieur, et on continue à vous parler de la lutte sociale de ce pays, la France, qui serait soumise à des luttes sociales dans toutes les entreprises. Par bonheur, les luttes sociales sont très rares. Mais il suffit qu'il y en ait une entreprise soumise à des luttes sociales sur 100 pour que les journaux ne parlent que de celle-là, bien sûr. Hein?
good news is no news, disait McLuhan. On ne nous donne que la mauvaise nouvelle. Et alors, j'ai écrit récemment, de façon un peu satirique, pardon, que j'étais ému par cette recherche permanente d'une harmonie sociale qui n'existerait pas. Il ne faut pas la chercher, elle existe dans 99% des entreprises. Alors, il se passe un changement, je répète, historique, pardon d'employer trop ce mot, disons depuis la dernière guerre, si vous voulez, pour schématiser. Donc, les salariés ont fait une mutation incroyable et qui continue. Ce qui me permet d'ailleurs de discuter avec les chefs d'entreprise, j'ose pas dire d'égal à égal, mais de personnes qui se comprennent. On n'est pas obligé de passer par le canal de la massification, etc. D'ailleurs, vous remarquerez, à propos d'éthique, qu'on parle de plus en plus d'humain. Le social, j'en discute avec tous mes amis sociologues qui ne sont pas d'accord avec moi, mais le social, c'est jamais que l'humain massifié. Massifié. Et le syndical, le social militarisé. Oui, je vous laisse réfléchir. Voilà pour les salariés. Je dis ça parce que je les aime bien, moi. J'adore discuter avec les salariés de la base. Et je vous répète, ils m'étonnent chaque jour. Chaque jour. Nous avons 4 usines en France, plus un siège social. Moi, j'adore faire la tournée des usines. Je reviens toujours en ayant appris beaucoup de choses. On est toujours bien reçus, ce sont des gens vraiment chaleureux et intelligents. Alors, passons maintenant à l'évolution des chefs d'entreprise qu'on continue à appeler les patrons. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Patronus, dans les familles romaines patriciennes, c'était l'homme qui s'occupait des petites gens. Des esclaves affranchis, des voyageurs de passage. Patron est un nom parfaitement noble qui a été un petit peu vilipendé pour les raisons que vous savez, mais qui reviennent à la mode, me plaît beaucoup. Se considérer comme le père, puisque c'est la même origine étymologique de pater, me plaît beaucoup. Alors les patrons, puisqu'on va les appeler comme ça, si vous voulez bien, qui comprend tous les dirigeants, même pourquoi pas les directeurs et même quelquefois des chefs de service, ces gens-là également viennent de faire une mutation, je n'ose pas dire historique parce que vous allez sourire, importante, très importante. Ils ont compris que le succès de l'entreprise, et vous l'avez dit maintes fois aujourd'hui, le succès de l'entreprise dépend essentiellement de la motivation, de l'adhésion, de la cohésion, du dynamisme, de l'enthousiasme des troupes. Ça n'est rien d'autre. Ça n'est rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de géométrie pour savoir que si vous avez une entreprise de 50 personnes et que les forces partent dans différentes directions, si les vecteurs ne sont pas parallèles, la résultante sera faible. Nous sommes aux arts et métiers, il faut bien faire un peu de géométrie. Eh bien, si les vecteurs sont parallèles, la résultante est maximale. Elle est maximale. Et il se trouve que par bonheur, aujourd'hui, l'immense majorité des chefs d'entreprise, mais l'immense majorité des chefs d'entreprise adhèrent à cette nouvelle éthique. Hier, nous avions donc cette manifestation toute la matinée et on a eu des témoignages. Vous allez me dire, on n'a pas toujours les témoignages les plus mauvais. Mais je crois pouvoir dire, puisque j'ai la chance de bien connaître les chefs d'entreprise français, qu'il y a eu et qu'il y a encore une mutation extrêmement profonde. Alors, quelquefois on me taquine. Non, non, je l'avoue humblement, c'est pas par vertu. Il n'y a pas eu une bénédiction divine qui est tombée sur la tête des chefs d'entreprise, leur disant « aime ton prochain » et sont pris d'un amour irréversible pour le salarié. C'est pas tout à fait ça. La divine colombe ne s'est pas posée comme ça sur l'épaule des chefs d'entreprise. Plus simplement, plus prosaïquement,
ils ont compris que l'entreprise, ce n'était que leurs hommes. Plus prosaïquement, ils ont compris que le résultat du compte d'exploitation, la productivité, le rendement, étaient facteurs directs de la motivation des hommes. Donc, il faut satisfaire les hommes. C'est très prosaïque. Comme on dit, c'est intéressé. Mais moi, j'aime beaucoup l'intérêt. Je trouve que l'intérêt est un mot tout à fait noble. J'aime beaucoup quand on me dit on fait ça par intérêt. Ah ben parfait. Porter intérêt à quelqu'un. L'intérêt me plaît beaucoup, moi. Quand les jeunes sont intéressés, je suis heureux comme tout. Alors que les patrons s'intéressent aux hommes par intérêt, bravo. Moi, je suis ravi. Je suis ravi. Pourvu que ça continue. Alors, l'éthique si on continue ce petit paysage, je vous fais une petite fresque, voyez-vous, un petit peu historique. Bon, pas. Moi, j'ai commencé ma carrière tout jeune ingénieur, après la guerre, tout de suite après la guerre, avant de créer donc, notre entreprise avec mon frère, chez Citroën. Citroën qui, à cette époque, était considéré comme un couvent d'ingénieurs. Alors on me dit, tu rentres chez Citroën, tu entres au couvent. Moi je dis oui, j'ai acheté la bure. Et je suis donc entré à cette époque-là au couvent, où je me suis aperçu que si ça te faisait peur de l'extérieur, c'était extrêmement convivial à l'intérieur. Et moi, tout jeune ingénieur, on me donnait des responsabilités qu'on m'aurait sûrement donné nulle part ailleurs. Je suis appelé, on me donne l'achat de la division des métaux, ce qui était pour un tout jeune ingénieur, il faut bien dire, une responsabilité un peu anormale. Je suis appelé chez le PDG, qui me dit, vous savez que vous allez acheter des centaines de millions de métaux, toute la métallurgie, tôle, acier, et même métaux non ferreux, pour le groupe Citroën. Vous allez avoir une responsabilité économique, mais, jeune homme, également morale. Ah bon? Et il me dit, vous savez, vous avez avec vous des acheteurs dont la première qualité, c'est la probité. Je compte sur vous pour maintenir la probité, l'honnêteté totale de tous vos acheteurs. Et on sait, à l'époque, c'était un peu tentant, vous savez, c'est vrai que tout était rare à l'époque. Et alors il m'a dit une chose incroyable. Surtout, je vous demande de payer vos fournisseurs rubis sur l'ongle, même ceux qui n'ont pas envoyé leur facture. On n'a jamais vu ça. J'étais donc chargé de réclamer les factures à ceux qui ne les avaient pas envoyées. Et ben voilà, c'était ça, l'honnêteté dans l'entreprise. Mais je le dis, parce que c'est vraiment mort depuis longtemps, mais j'ai appris l'honnêteté d'entreprise chez Citroën, au tout début de ma carrière. Et ça m'est resté profondément ancré. Et quand, quelques années plus tard, avec mon frère, j'ai créé Radial, nous avons dit, ben, nous allons essayer d'être et de rester une entreprise honnête. Alors, on a bien rencontré des gens malhonnêtes. Par bonheur, nous sommes dans une branche de l'électronique où le bac X n'existe pas. Donc, nous n'avons pas été soumis à la tentation. Donc, je ne sais pas jusqu'où serait allée notre honnêteté, puisque nous n'avons pas été soumis. Mais je me rappelle par contre d'un client de Radial qui ne nous payait pas. Alors je vais le voir, et puis je lui dis, ben, pourquoi vous ne payez pas nos factures malgré les relances? Et il me dit, cyniquement, monsieur, je fais ça avec tous mes fournisseurs, il y en a qui finissent et se lassent pour ne plus me réclamer, et c'est comme ça que je gagne de l'argent. Par bonheur, le dieu de l'entreprise et le dieu de l'honnêteté l'ont terrassé et il a fait faillite. Comme quoi, il y a quand même une justice divine dans l'honnêteté des entreprises. Voilà. Alors, maintenant, je vais, à la suite de tout ça, je vais raconter donc Citroën. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous le savent en tout cas, en 1900, fin 73, je m'étais demandé pourquoi on parlait
pas bien de l'entreprise, pourquoi l'entreprise avait mauvaise presse, pourquoi on disait qu'elle était malhonnête, pourquoi il n'y avait pas un bon climat humain, et pourquoi on ne créait pas suffisamment d'entreprises. Alors nous avons lancé l'idée de réunir autour de moi quelques amis, et nous avons lancé une lettre socio-économique mensuelle, les 4 vérités, certains d'entre vous ont peut-être lu, les plus anciens, que nous avons écrites pendant 20 ans, avec Michel Drancourt, un très grand journaliste, Jacques Plassard, grand économiste, et puis feu Octave Géligné, qui était à l'époque le pape du management, PDG de la Ségos. Nous avons écrit 20 ans cette lettre. Et dans l'axe, je pense, de votre journée d'aujourd'hui. Ça a fait sourire au début, et puis après nous avons eu des lecteurs très attachés, dont certains sont devenus ministres, et continuent à dire que nous les avons éclairés de notre petite lanterne, tant mieux. Et puis, comme on avait un grand succès avec cette lettre des 4 vérités, nous avons pensé qu'il fallait créer une association, un mouvement. Et nous avons j'ai créé le mouvement éthique, ETHIC, où nous avions eu la bonne idée, n'est-ce pas Michel Garbet, de mettre le H bien plus grand que les autres lettres, et pas de façon bien voyante. Nous voulons privilégier les problèmes humains dont nous parlons aujourd'hui. Éthique avait un H très gros. Et alors, quant au sigle, vous vous en doutez, à l'acronyme, il n'est pas fortuit. Nous cherchions, avec 2 ou 3 amis, dont Géligné et Ballerin, comment parler des entreprises de taille humaine et de la morale de l'entreprise. Et je veux dire, on avait passé une après-midi en brainstorming, comme on dit en français, sans trouver la solution. Et puis le soir, je reçois un coup de téléphone de Jean-Paul Ballerin, qui me dit « Mais vous avez parlé d'ETH toute la journée, et si tu ajoutais IC, industriel et commercial ?» Ça faisait éthique. Voilà, donc rendons à César ce qui est à Ballerin, et nous avons appelé éthique, et tout le monde félicite grandement depuis 40 ans d'avoir fait cette trouvaille que je n'ai pas faite. Éthique a été un mouvement, au départ, porté sur l'éthique. Bon, j'ai même dit hier, dans ce colloque que nous avons fait à l'Académie, quels étaient les différents passages, les différents impératifs de la première charte éthique que nous avons émise. Car il fallait que tous les membres acceptent cette charte. C'est une charte qui se déplie en plusieurs pages, mais non, principal avait subtils articles qui ne sont pas anodins, vous allez le voir, qui avaient été d'ailleurs principalement rédigés par Octave Géligné. Je vous les lis, car c'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Bon. Il fallait, je le répète, que chaque adhérent accepte cette charte, sinon il n'était pas adhérent. Hiérarchie fondée sur les seules qualités des hommes, éliminant tout népotisme. Sincérité des comptes fiscaux et sociaux. Impératif de rentabilité. Ça avait beaucoup fait sourire. Pourquoi vous imposez la rentabilité? Ben oui, les entreprises qui font du prosélytisme et qui font faillite, elles ne défendent pas bien la cause. Il faut être rentable. Responsabilité personnelle à tous les niveaux. Recherche permanente de l'harmonie sociale. Je regrette que ce mot se soit perdu. L'harmonie sociale. C'est ce que nous cherchons tous. Pourquoi on n'ose pas parler d'harmonie sociale? Bon, enfin, ça ne fait rien. On préfère parler de guerre, de perturbation. Et même un président de la République avait lancé, vous savez, la fracture sociale. Alors, au moment même où il aurait fallu parler de la facture sociale, je lui avais dit, Monsieur le Président, vous ne manquez pas d'air, la lettre R, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'il avait apprécié, d'ailleurs, ce jeu de mots facile. Et j'en termine pour le dernier, 8e passage de cette charte du mouvement éthique, prise en compte de l'intérêt général. Alors là, ça a été plus difficile à faire passer, car beaucoup d'entreprises nous disent, écoutez, j'ai déjà assez de peine
à survivre, si vous me demandez de prendre en compte l'intérêt général. Alors, nous avions été obligés de transiger un peu en disant, nous ne vous demandons pas de faire du bénévolat, nous demandons simplement que les mesures que vous prenez, depuis est venue la pollution, qui est un exemple parlant, ne soient pas contraires à l'intérêt général. Et peu à peu, cette notion est quand même passée, non pas de promouvoir l'intérêt général, mais au moins de le respecter. Voilà les clauses d'éthique qui étaient quand même, à mon avis, très importantes. Alors, ce mouvement éthique, moi, souvent me demande est-ce que vous êtes toujours président. Je l'ai créé en 1er janvier 1976, mais comme fin 81, j'ai été élu président du MEDEF, et j'ai passé la main à d'autres amis, et il y a maintenant une présidente très dynamique de ce mouvement qui existe toujours et qui est très intéressant. Voilà. Alors, on m'a demandé de ne pas vous parler trop longtemps, puisque, comme je parle tout seul, hein, voilà, la chose qui a dit monde encore après moi. Dans 5 minutes, je termine. Alors voilà, en conclusion, mesdames et messieurs, parce que je peux parler comme ça toute la soirée, il faudra battre un coup de fusil, vous savez. Des orateurs redoutables, redoutables. On sait quand on part, on ne sait jamais quand on s'arrête. Voilà. Alors donc hier, j'ai parlé de ce qui s'est passé à l'Institut, qui est tout à fait semblable à ce que j'ai fait. Voilà, votre réponse à votre question, qui est votre titre, elle est évidente, c'est non. L'entreprise ne pourra pas survivre sans éthique. Demain, nous en sommes tous persuadés, ce n'est pas une vue utopique, c'est absolument certain. On sera obligé de parler des hommes. Vous avez vu, le prix Nobel Stiglitz lui-même a essayé de lancer cette nouvelle théorie que le PNB, on l'a sûrement dit aujourd'hui, devait rajouter des facteurs humains difficilement quantifiables. Quand j'étais président d'éthique, j'avais stupidement lancé l'idée de remplacer le PIB par le PNB par un BNB, le bonheur national brut, qui a été repris plus tard par plusieurs journalistes, le BNB. Bien sûr, j'ai plutôt fait rire, car effectivement, c'est très bien, mais comment on peut quantifier le bonheur? Le bonheur n'est pas quantifiable quand on sait que certains pauvres pensent être plus heureux que certains riches blasés. Voilà. Alors, ce qui compte en fait dans l'entreprise, ce n'est pas tellement le niveau comme c'est la pente. Ce n'est pas le chiffre d'affaires comme c'est la croissance. Et c'est pareil pour les problèmes psychologiques. Il faut avoir tout ça, c'est l'espoir. Il faut semer autour de nous, auprès des jeunes, je m'occupe beaucoup, vous le savez, une seule chose, l'espoir. Il faut que les gens voient l'espoir. Il faut que nos salariés aient de l'espoir. Si nos cadres, nos salariés ont l'espoir que l'entreprise va marcher, l'espoir c'est la dérivée, c'est le futur. Et il n'y a que ça qui compte. Comme la croissance, et la croissance qui a été souvent remise en cause, pas rien que, vous le savez, par un certain pacte, mais la croissance, elle est indispensable, au moins pour 3 raisons. La croissance, elle est d'abord biologique, c'est-à-dire que comme l'entreprise est un être vivant, s'il ne croit pas, il décroît. Une plante, si elle ne croit pas, elle décroît. Si elle décroît, elle va vers la mort. La croissance, elle est psychologique. Vous n'allez pas réunir une équipe de collaborateurs et en particulier de cadres en leur annonçant la récession. Toujours la dérivée, la croissance, l'espoir. Et puis enfin, elle a un avantage que nous, chefs d'entreprise, nous connaissons tous, c'est que la croissance efface les erreurs. Toutes les erreurs de gestion, le sureffectif, le surinvestissement, le surendettement et les surstocks deviennent par la croissance des anticipations géniales. Donc voilà. Donc tout ceci, c'est l'espoir. Et voyez-vous, donc demain, une entreprise sans éthique resterait une armée qui n'aurait pas de but et sans morale de ses troupes. Ça serait dramatique. Alors, il est vrai que l'éthique ne se substituera pas, comme certains l'ont dit, à la hiérarchie,
à la productivité, au rendement, mais elle les rendra acceptables par ceux qui les réalisent. Rien que ça, c'est une bonne idée. Et je terminerai en citant Chamfort, qui disait « Si les raisonnables ont duré, les enthousiastes, eux, ont vécu. » Merci. Monsieur le Président, merci. J'aurais une première question à vous poser, s'il vous plaît. Aurez-vous encore un peu de temps? 5 minutes. Alors, non, parce que j'ai d'autres réunions. Le mouvement dont nous parlions tout à l'heure, Jeunesse et Entreprise, est un mouvement qui vous tient particulièrement à cœur. Pourriez-vous peut-être nous le présenter en quelques secondes? En quelques minutes, peut-être 3 minutes. Jeunesse et Entreprise. Jeunesse et Entreprise. Ah, c'est gentil de me porter la perche. Merci beaucoup. Oui, Jeunesse et Entreprise. Ça va aller. Jeunesse et Entreprise, nous, à la fin de mon mandat de président du CNPF, nous avons réalisé des assises du CNPF. Ça s'appelle ainsi parce qu'on n'est pas debout. Alors, on a fait les assises du CNPF dans un lieu inhabituel, le zénith de la Cité des Sciences, où la veille était passé Coluche. Moi, je leur ai dit, écoutez, on va parler des jeunes, on peut bien aller là où était Coluche la veille. On a quand même eu quelques défections à cause de Coluche. Mais enfin, les meilleurs étaient là, et il y avait un monde fou. Les assises sur le thème jeunesse et entreprise. Et il y a eu tellement de succès. Alors, j'avais fait venir au CNPF quelques petits nouveaux, 3 nouveaux, dont 2 sont devenus célèbres, n'est-ce pas? C'était la première fois qu'ils venaient au MEDEF, Ernest-Antoine Sellière et Vincent Bolloré, où j'ai choisi mes filleuls, hein, qui ont été merveilleux tous les 2, tous les 3. Et alors, on a fait un tabac, et on a dit, c'est quand même stupide de laisser retomber cet espoir dont nous venons de parler. Il faudrait créer une fondation, une association qui porterait ce nom, Jeunesse et Entreprise. Voilà. Alors nous avons fondé, en 1986, ce qu'on croyait être une fondation qui est restée qu'une association reconnue d'utilité publique plus tard, Jeunesse et Entreprise. Et je n'avais pas le droit d'être président, parce que je ne peux pas être président des deux. J'ai demandé justement à Olivier Le Serre, dont nous parlions il y a 5 minutes, de prendre la présidence pendant 3 mois ou 4 mois, et il me l'a redonné le 1er janvier 1987. Alors, Jeunesse et Entreprise, ça sert, le but est extrêmement simple, rapprocher les entreprises des jeunes, et symétriquement, si j'ose dire, rapprocher les jeunes des entreprises. Alors je me sens une petite vocation pour ça, parce que je suis fils, petit-fils et père d'enseignants. Je suis en somme un enseignant raté. Et ça me donne quelques obligations. J'aime beaucoup ce milieu, que je trouve merveilleux, et j'ai trouvé qu'il fallait rapprocher ces 2 milieux, ce milieu des jeunes de l'enseignement. Alors nous battons pour ça. Nous nous battons depuis 22 ans, 23 ans bientôt, pour rapprocher. Alors on fait beaucoup de choses à Jeunesse et Entreprise. Nous avons 2 mots, nous avons le siège à Paris, nous avons une trentaine de bénévoles qui nous aident. S'il y a des bénévoles dans cette salle, ils seront les bienvenus. Le bénévolat étant très utile en ce moment, très utilisé. Nous avons une trentaine de clubs en province. Et je vous signale, merci de m'avoir tendu la perche, je vous signale que le 8 octobre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, Jeunesse et Entreprise organise son colloque annuel avec la présence de Mme Lagarde, de M. Luc Châtel, de M. Martin Hirsch et du professeur Axel Kahn sur le thème, le grand thème, ils seront là tous, l'innovation pour les jeunes et par les jeunes. Par les jeunes et pour les jeunes. L'innovation. Si vous voulez être invité, c'est très facile. Je ne sais pas comment faire. Hein, Michel. Oh, faut pas, si on arrive, on sera rebuté. Il faut écoutez, téléphoner à Jeunesse et Entreprise en disant que le président, comme d'habitude, ne sait jamais rien. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais ils vous enverront immédiatement une invitation qui vous permettra d'entrer. Jeunesse et Entreprise, 01 47 55
47 55 08 40. Je vous promets que tous ceux qui vont réservation l'auront. Alors c'est l'après-midi, c'est un jeudi. Il y aura pour ceux qui le veulent d'abord une visite assez solennelle de toute la Cité des Sciences par Madame Claudie Aignery, la nouvelle présidente, et votre serviteur. On fera le tour des principales installations de la Cité, c'est déjà passionnant. Et puis alors, à 3h30, commencera le grand colloque avec des tables rondes, des jeunes doctorants, des jeunes étudiants, des jeunes professeurs, et puis les témoignages de 3 ministres et du professeur Axel Kahn. Ça devrait être normalement très passionnant. Le 8 octobre, à la Cité des Sciences. Voilà. Je pense que ça vous ira, mais si, à la limite, vous n'avez pas le papier, dites que vous venez de ma part.